Les surréalistes ont toujours voulu être révolutionnaires. C'est un titre qui leur plaît beaucoup, la révolution. Ils ont mis le surréalisme au service de la révolution. Ce sont des faux révolutionnaires. C'est un genre, c'est un snobisme. Ce sont des petits bourgeois, des fils à papa. J'ai toujours voulu être un peintre libre. C'est pourquoi j'avais un deuxième métier. Et alors, certains collectionneurs de grandes collections étrangères m'ont conseillé de vendre directement mes œuvres aux collectionneurs. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, naturellement, les marchands ne touchent pas leur pourcentage. Hein. Alors, ils ne m'aiment pas. C'est commercial, c'est compréhensible. Mon œuvre n'est pas populaire parce qu'elle n'est pas faite pour le grand public qui préfère de beaucoup s'intéresser au sport, par exemple, qu'au grand art. Pas le grand art est fait pour une élite des plus restreintes, une élite cultivée, alors que le peuple doit s'occuper de gagner sa vie, que voulez-vous. C'est un peu l'apanage de la richesse. J'ai exposé à huis clos parce qu'on trouvait que mon œuvre était difficile à exposer. Mon exposition était difficile du fait que certains pouvaient y trouver un caractère anti-religieux. Et d'autant plus que cette première exposition se faisait dans un quartier spécifiquement religieux. N'est-ce pas? C'était tout près de Saint-Sulpice. J'ai connu les surréalistes, à la faveur d'une première exposition des artistes et écrivains révolutionnaires à la porte de Versailles. C'était en 1929 ou 1930. Alors il y avait parmi le groupe André Breton, Éluard, Daly, Crevel, Harpe, enfin tout le groupe surréaliste. Alors ils ont été très étonnés de ce tableau que j'avais intitulé Remembrance. Il y avait une république, n'est-ce pas, et qui distribuait à profusion des décorations et destinées à tous les embusqués, les profiteurs de guerre, les fournisseurs aux armées, enfin toute la clique qui entretenait cette guerre-là. Dont étaient victimes ces pauvres gens. Toutes les plus belles années de ma vie se sont passées à la guerre. N'est-ce pas? Je ne pardonnerai jamais une infamie pareille. J'ai gardé un tel souvenir Je suis ressorti absolument traumatisé de la guerre 14-18, abruti complètement. La patrie, c'est le pays où on peut vivre le mieux. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas l'endroit où l'on est né. La patrie, c'est le pays où l'on peut être heureux. C'est ça la patrie que l'on doit défendre. Et non pas un pays qui vous fout toute votre vie dans des guerres. Les curés vivent grassement en accaparant toutes les richesses. Ils s'emparent de l'architecture, j'ai dit parfois sublime, des églises, de la peinture, de tout ce qui est impressionnant, de tout ce qui est riche, de la sculpture, des chants, des parfums, des encens, des
des orgues, des bijoux, ils ont tout. Ils n'ont rien oublié, n'est-ce pas? Et je continue dans mon livre. Réussite triomphale, d'autant plus certaine qu'elle est basée sur l'ignorance et la bêtise éternelle. Je peins une peinture érotique parce que je pense que j'aime. Je pense qu'il me donne un chose, ce qui m'émeut. Et la beauté féminine, il n'y a rien qui m'émeut plus d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux à voir qu'une belle jeune fille, qu'une belle femme, qu'un nu féminin? Je ne comprends pas qu'il y ait encore des armes et du salut qui viennent contrecarrer, par exemple, Calcutta ou quoi. Pourquoi c'est ça? Le pape même a été fait par érotisme. Tout est érotique. Il n'y a que ça qui compte. L'érotisme, c'est la vie. C'est l'amour. C'est le plus beau des sentiments. Il n'existe rien au-dessus. Les peintres n'ont jamais eu qu'une idée, c'est de chasser la littérature de la peinture. Alors Breton n'était pas d'accord, n'était pas toujours d'accord avec les peintres. Ça n'empêche pas que c'était un grand poète, un grand penseur, et même le plus hardi penseur de son époque. C'était un littérateur, un poète, un grand poète, n'est-ce pas? Mais il ne jugeait la peinture que parce que le sujet proposait, d'une façon littéraire. Il ne voyait pas la qualité essentielle de la peinture, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de la peinture en tant que matière, composition, beauté des couleurs, composition, n'est-ce pas? Ce côté uniquement pictural, il ne saisissait pas. Vers 1930, j'ai d'abord été sculpteur, poseur d'yeux et de dentier sur des mannequins en cire. Je reprenais le maquillage, parce que sur un ton lourd, on peint fin dans la peinture, n'est-ce pas? Alors, à l'aide de tons de fard, nous reprenions les yeux qui étaient maquillés, beurrés, enfin. Et puis les bouches, on faisait des carnations. C'était une expérience étonnante et absolument et extrêmement intéressante pour moi.
au point de vue pictural, le maquillage des femmes. Et j'en ai tiré un grand parti dans la peinture de mes tableaux. En déplaçant des photographies, j'ai découvert les beautés du collage. C'est ainsi que, ayant sur ma table un dessin, la photographie d'un lion, et puis à côté un intérieur où il y avait un tapis, j'ai trouvé que mon lion avait beaucoup plus de caractère, faisait beaucoup plus d'effet sur un tapis que dans le désert. C'était ça le dépaysement, c'était ça la surprise, c'était ça l'objet du collage. Aragon disait par exemple, le photographe doit être le collaborateur du peintre. C'est très bon, puisque les Grecs s'en rapportaient toujours à la nature pour faire leur chef-d'œuvre. Rodin également s'en rapportait à la nature à tel point qu'on l'a accusé d'avoir moulé un personnage sur nature. Pas. Et Delacroix disait, celui qui saura se servir du daguerréotype comme il faut, atteindra une hauteur que nous ignorons tous. Eh bien, ça, ce sont des choses que Breton ignorait, n'est-ce pas? Et moi, j'en ai fait mon programme pictural. Je me rapporte à la réalité, j'aime bien la peinture, mais quand je trouve un document photographique qui est beau, qui représente la nature, qui est vraiment poétique, et vraiment bien, je m'en sers. Je me fous des opinions de Breton sur cette question-là, n'est-ce pas? Je trouve que la photographie a fait des merveilles. Surtout depuis quelques années, il y a eu des progrès en photographie. On voit véritablement des chefs-d'œuvre. Et certainement que la peinture figurative est dépassée en ce moment par la photographie. Et si Cézanne voyait ces belles photos de fruits qu'on fait maintenant, eh ben, il n'aurait plus voulu peindre. Nous devions contacter avec quelques amis du groupe surréaliste, Dominguez pour une participation picturale. Nous étions chez lui lorsqu'il lui prend la fantaisie encore de nous infliger un petit jeu surréaliste, comme vous avez l'habitude. Alors il s'agissait d'un rideau noir sur des anneaux, n'est-ce pas, qu'il devait tirer. Et il nous donnait des petits morceaux de papier blanc avec un crayon, nous devions marquer ce que nous avions vu, n'est-ce pas? Il devait se passer une petite scène entre Dominguez et puis Hérold. Alors, on avait juste le temps d'un coup d'œil, n'est-ce pas? Le temps que le rideau soit ouvert et qu'il soit fermé, presque aussitôt. Alors, il fallait marquer sur papier ce qu'on avait vu. Bon. Alors tout d'un coup, Dominguez tire le rideau, et presque aussitôt, il le referme. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu Madame Dominguez assise sur une chaise, n'est-ce pas? Les cuisses nues, la soie, la lumière de ces cuisses magnifiques, et en place du sexe, c'était une chauve-souris noire qu'ils avaient mise, n'est-ce pas? Alors, tout le monde pris par ce spectacle inattendu, n'est-ce pas? On regardait naturellement cette chauve-souris. Au lieu de voir ce que faisait Dominguez, faisait des gestes avec Hérold derrière, dans le fond. Nous devions noter ça. Mais tous les yeux ont été braqués sur cette sacrée chauve-souris, ce qui fait que nous sommes tous restés avec notre papier et notre crayon à la main sans avoir rien remarqué. Comment cette chauve-souris était éblouissante, n'est-ce pas? Dans cet assaut à la lumière de ces belles cuisses blanches, nues, là, et puis cette chauve-souris, là. Il n'y a pas, on était subjugués parce qu'on ne voyait que ça. Alors on n'a rien pu noter. On avait la blague. Alors c'est ce qui m'a donné l'idée de mettre des chauves-souris sur mes femmes, souvent comme cachesse. Et Ornel Volta, qui a fait un livre sur le vampire, qui est une chauve-souris, n'est-ce pas? Ce livre-là, je l'ai illustré d'une vingtaine de mes toiles. Parmi les surréalistes, celui que j'admire le plus, c'est Giorgio Chirico.
Giorgio Chérico a souffert d'André Breton, parce que quand il est parti à la guerre en Italie, il devait 3 termes, et son propriétaire a fait vendre tous ses tableaux de son jeunesse à la salle des ventes, en vitesse, comme ça. Ça a été une mauvaise vente. Et ça a été acheté, comme par hasard, par M. Éluard et M. André Breton. Chérico, je vous ai dit qu'il avait des griefs contre André Breton et Paul Éluard, n'est-ce pas? Et qu'il a déclaré ensuite que le surréalisme était une formidable connerie, tout au plus nécessaire à quelques pseudo-peintres ou pseudo-poètes pour se faire une petite place au soleil en exploitant l'imbécilité de ses contemporains, n'est-ce pas, en exploitant le snobisme et l'imbécilité de ses contemporains. Voilà ce que c'était le surréalisme. J'ai eu le bonheur de faire mes études de peinture dans un haut lieu d'art, qui était l'école des Beaux-Arts d'Amiens. Et j'ai produit ce jeune homme au chapeau, pas qui en est un exemple, n'est-ce pas? Je le considère comme mon meilleur tableau. Et c'était l'époque où je me considère que j'étais un grand peintre à cette époque-là. Et que malheureusement, je n'égale plus cette époque-là, parce que j'ai eu le traumatisme de la guerre, n'est-ce pas, qui m'a séparé de la peinture. Je ne vivais, à cette époque-là, je ne vivais que pour la peinture, que pour elle. J'étais un véritable artiste. Et je ne suis plus un véritable artiste. Parce que j'ai eu le traumatisme de cette guerre-là. Je suis devenu anarchiste, n'est-ce pas? Et la peinture que je fais est anarchique et surréaliste et tout ce que vous voulez, mais elle n'a plus cette qualité, cette poésie de cette époque-là. J'ai d'abord voulu intituler ce tableau-là La Belle, c'est-à-dire l'évasion. Il s'évade à la faveur d'un naufrage. Il s'empare des vraies richesses, c'est-à-dire en l'occurrence des femmes jeunes et belles. Et les bourgeois qui les ont mis hors la loi, ils les laissent tomber carrément. C'est ni Dieu ni maître. Alice au pays des merveilles. Le pays des merveilles, ben c'est un pays, comme je vous dirais, le pays de cocagne. Ça n'existe pas que dans le rêve. Vous savez ce que c'est que l'Eldorado? C'est le pays où toutes les femmes sont belles, où sont aimables, n'est-ce pas? Où il n'y a pas de mésentente, où il n'y a pas de service militaire, où il n'y a pas de curé, tout ça. C'est là où on est heureux. C'est le pays où on peut vivre heureux, c'est l'Eldorado. Mais où est-il ce pays d'Eldorado? Personne n'a pu me le dire. Mon enterrement. Je me suis fait les honneurs nationaux. C'est accompagné de tous les curés, les évêques, les archevêques, les bonnes, tout ça vient à mon enterrement. Enfin, c'est un spectacle humoristique. On passe devant une maison, il y a marqué « Deuil immédiat ». Grosse lettre. Et puis à côté, il y a une galerie de tableaux, c'est « Peinture idiote ». Les funérailles, on ne sait pas si c'est une maison publique ou quoi, mais si le patron est mort, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a une femme qui est nue, oui, elle est nue, elle vient dire une petite prière parmi les cierges. Il en manque un, n'est-ce pas, naturellement. On se demande ce qu'il fait. Alors, elle vient dire une petite prière devant mon cercueil. C'est moi qui suis enterré là. Je me suis enterré moi-même, comme mes parents d'ailleurs. Mes parents,
Ils ont dû dire, ce gars-là, il va nous foutre dans la fosse commune, ils se sont payés un caveau. Alors comme ça, je n'ai eu qu'un, on a eu qu'à le mettre dedans. C'était pas trop mal. Ah, mon tombeau, c'est le dernier de la trilogie. J'avais d'abord fait le tombeau du marquis de Sade, à ma façon. Et puis après, je me dis, bah, puisque je suis en stratégie, alors j'ai enlevé le marquis de Sade, j'en ai fait mon tombeau. J'ai perdu une petite fille que j'adorais à l'âge de près de 13 ans. Et je n'ai pas pu me consoler. Alors ce tableau représente un poète, en l'occurrence ça pourrait être moi, qui est auprès du cercueil de sa fille et de sa femme qui est folle. C'est une sorte d'Ophélie que j'ai peinte. Alors je ne sais pas, par sorte de connivence. Et alors elle cherche des fleurs blanches pour refleurir ce tombeau de sa fille. Elle est folle, c'est Ophélie folle. Et j'ai peint ce tableau-là dans ces sentiments-là, sans me demander si c'était bien, si c'était juste. C'est par instinct naturel que j'ai peint ce tableau-là, sans me l'expliquer tellement à moi-même.